a fait une belle introduction, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas Mon Pèlerin. Est-ce que tu pourrais rapidement expliquer Mon Pèlerin, mais surtout expliquer la vision que vous avez par rapport à ce que vous faites, tout simplement chez vous? Hmm. Ouais. Alors nous, on a vraiment on va dire deux lignes de produits. Donc en gros, on a d'un côté tout ce qui touche à la tokenisation. Nous, on a été la première société en Suisse, et voire probablement dans le monde, à avoir incorporé nos actions dans des tokens et à avoir rendu ça une seule chose, c'est-à-dire que le token holder est un shareholder. Et pourquoi c'est important? Parce que avant ça, il y avait beaucoup de choses sur les security tokens, donc les tokens financiers, les tokens de titres. Mais c'était toujours, on va dire, l'action en elle-même était complètement décorrélée du token, ce qui veut dire que des fois on faisait des tokens qui étaient quelque part des vouchers for shares ou tu vois, des coupons qu'on pouvait redeem pour être inscrit au registre d'actionnaires. Mais le token en lui-même n'avait pas la valeur légale d'une Vous action. n'avez pas de pouvoir, en fait. Bah, C'était... c'était finalement un contrat de droit privé entre l'entreprise émettrice du token et le porteur de jetons. Mais t'as été protégé que par ça. Donc finalement, dans le contrat, si tu le lis pas et qu'il y a une clause qui dit, bah en fait, finalement, je peux changer d'avis quand je veux, et c'était d'ailleurs toujours ce qu'il y avait écrit pour se protéger, parce que les avocats aiment bien mettre ce genre de phrase bateau, et ben ça fait qu'en fait, t'as très peu de protection légale en tant qu'investisseur quand t'achètes ce genre de token, parce que bah, techniquement, t'es juste protégé par ce contrat de droit privé. Nous, à l'époque, ce qu'on avait voulu faire, c'était vraiment de donner la qualification légale du token comme action. Ce qui veut dire que le porteur de token est un porteur d'action. Et s'il s'enregistre chez nous, il devient actionnaire en qualité pleine, avec les droits sociaux et patrimoniaux, donc les droits de vote et les droits aux dividendes, etc., qui sont attenants. Et donc, du coup, il est protégé, entre guillemets, par la loi suisse en qualité d'actionnaire, et pas Ça, seulement je par savais pas, hein. un contrat C'est de droit fou. privé entre... Moi, je trouve ça fou, hein. Honnêtement, parce que ça, je le vois quasiment nulle part, quoi. et En ça, tout cas, c'était... Et ça, on a fait ça c'est pas fin répandu. 2017. On a Ok. fait ça fin 2017, Solide. 2018, non, c'était 2018, pardon. Ouais, bon, je sais plus exactement, mais c'était par là. C'était en 2018, ouais. Euh, et donc, on était effectivement très pionniers. On a travaillé avec une des plus grosses études d'avocats ici. On a été cofondateur d'une association qui justement milite auprès de la FINMA sur ces sujets, qui a aidé énormément à poser le cadre des nouvelles réglementations sur la tokenisation, etc., etc. Et donc, on a vraiment participé avec le régulateur à faire évoluer les choses avec plein de partenaires, avec des banques, avec des cabinets d'avocats, etc., etc. Et Juste petite aujourd'hui, on a question par écrit rapport à finalement ça. le set de smart contract standard pour cette industrie. C'est nous qui l'avons écrit. Désolé de te couper, juste une question qui pique ma curiosité. Euh, concrètement, est-ce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a un actionnaire qui devient pas majoritaire, mais qui devient hyper important, juste avec les marchés secondaires, avec le token qui est disponible tout simplement, ou enfin, quelle est la part de d'actions, de part de la société qui sont disponibles au public via les marchés secondaires, par exemple? Alors nous, Parce que ça techniquement, présente des risques pour vous d'une manière, non, bah non, ça ne présente pas non? de risque. C'est le principe d'avoir des actionnaires. Donc si tu veux, nous, enfin, tu prends une société normale. Société normale, elle va avoir, je sais pas, admettons, 10 VC comme actionnaires. Et effectivement, ils vont gérer leur cap table sur soit des outils un peu spécialisés, soit sur Excel, etc. Nous, on est parti du principe que on n'avait pas forcément besoin d'avoir des institutionnels comme investisseurs, mais qu'on pouvait adresser directement notre public. Nous, à l'époque, c'était vraiment l'idée de faire une preuve de concept. À l'époque, on a documenté en full une licence bancaire qui nous permettait pas de dépasser les 5% auprès du public, parce que du point de vue de la FINMA, on voulait laisser la libre transférabilité, ce qui veut dire de pas avoir forcément euh, l'obligation que les gens s'enregistrent chez nous, donc le token puisse être librement transférable de manière anonyme. Et pour ça, il fallait pas que ça dépasse 5% du point de vue de la FINMA. Donc à l'époque, on a fait une vente qui représentait que 5% du capital. Donc effectivement, aujourd'hui, le maximum qu'une personne pourrait s'accaparer, c'est 5% du capital dans la partie libre. Après, les 95% sont aussi tokenisés, mais ils sont auprès ils sont auprès de moi, des employés, de la holding, etc. Et ceux-là sont Ok. soumis à un pacte d'actionnaires. Donc ceux-là, il y a une restriction de transférabilité puisque les employés, quand ils reçoivent des actions, il y a une période de vesting. Tu vois, c'est pas que les gens ils vont recevoir un paquet d'actions, au moment où ils démissionnent, ils peuvent être assis dessus. Donc il y a une période de vesting, etc., etc. Donc chacun a des règles aussi. S'il veut vendre, eh ben il doit d'abord proposer aux autres actionnaires existants, à la société de le rachat de ses propres actions, avant éventuellement de le vendre à un tiers. Et ça, c'est normal et c'est ce qui se fait toujours dans les pactes d'actionnaires dans les entreprises. Mais du coup, Oui, c'est vrai que techniquement, peut-être pour aller un peu plus loin, ouais, ce vas-y. qui est vachement marrant, c'est que quelque part, tu floutes les lignes. C'est ça qu'en fait, quand tu fais de la tokenisation sur une startup naissante, ce qui est très intéressant, c'est que normalement, le process tradit, c'est que tu as une startup naissante avec, on va dire, du friends and family money.
Ensuite, tu vas avoir les premiers investisseurs angel. La Après, tu vas seed, avoir le VC. Après, tu vas passer éventuellement dans du private equity. Après, tu vas être publicly listed et tu vas être sur la bourse. Et finalement, c'est tout un chemin où pendant toute la vie de la société, les actions sont complètement illiquides. Et en gros, c'est le moment de l'exit du fondateur où la société devient liquide. Là, finalement, tu floutes complètement les lignes puisque dès le jour 1, quelque part, c'est comme si ta société était cotée, sauf qu'elle est cotée sur Uniswap et pas dans une bourse centralisée. Et quelque part, vu que ton token, c'est une action, c'est la même chose. Tu peux la vendre aussi bien à un VC, à un investisseur, qu'au grand public, puisque finalement, le sous-jacent est le même. Et donc, en fait, tu floutes les lignes entre le private equity, entre la publicly listed dans la bourse et la startup naissante. Et c'est ça, finalement, qu'on trouve être assez élégant et qu'on encourage. Est-ce que tu as vu des inconvénients à tout ça ou pas? Parce que je suppose que ça a évidemment plein d'avantages. Enfin, personnellement, je trouve ça vraiment stylé de pouvoir s'échanger de manière plutôt liquide dans une certaine mesure, départ d'une société sur Uniswap, etc. Mais est-ce que ça a des inconvénients ou en tout cas des limites que toi t'as pu voir en tout cas avec tes associés? Oui, c'est évident. Après, c'est pas forcément fait pour tout type d'entreprise. Imagine-toi, t'es une entreprise B2B, ou toi, tu vois, je sais pas, 20 clients business, t'es pas forcément équipé en interne et t'as pas forcément l'intérêt non plus que d'avoir des milliers d'investisseurs éparpillés partout sur la planète qu'il faut entretenir parce que c'est une communauté, donc il faut un community manager, faut répondre à leurs questions régulièrement, faut gérer les attentes, il faut publier régulièrement des résultats, des choses, etc. Et donc finalement, c'est quelque chose qui est, pour une société comme nous, c'est extraordinaire parce que on adresse finalement nos clients en même temps. Et ça devient des ambassadeurs, tu vois. Donc les gens qui investissent chez nous, qui ont C'est acheté des ultra actions, engageant, ouais. ils se sentent partie prenante, ils en sont fiers, ils en parlent, ils recommandent, etc., etc. Donc c'est un deuxième effet qui se coule. Si tu veux, c'est pas seulement de l'investissement, c'est aussi le fait d'avoir derrière vraiment toute une communauté qui se crée autour de ton projet. Et par exemple, je suis un VC et j'arrive et je sais pas, j'ai envie d'acheter 10, 15, 20% de la boîte. Disons que pour une grosse somme d'argent, je sais pas, disons que chez Mon Pèlerin, vous êtes OK avec ça. Ils disent nous, je sais pas, on veut acheter à 3 dollars l'action et c'est sur les marchés secondaires, c'est à 2 dollars. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une sorte d'arbitrage et que automatiquement les marchés secondaires, en tout cas les marchés comme Uniswap, etc. se rapprochent de ce prix-là ou pas du tout. Enfin, juste pour comprendre un peu dans le cas où on arrive à ce phénomène-là. Oui et non, en fait, la dynamique, ça va vraiment être une dynamique de marché entre l'offre et la demande. Maintenant, effectivement, si le marché a l'information que un gros VC a pris le truc à 20% plus cher que ce que coûte aujourd'hui le marché aura forcément tendance naturellement à aller vers ça. Mais s'il y a une grosse pression vendeuse, a priori peut-être pas. Mais de l'autre côté, finalement, si tu y réfléchis, s'il y a un gros VC qui a pris 20% dans la partie illiquide de l'entreprise, il sera plus que content que de racheter des actions liquides de l'entreprise sur le marché secondaire à un prix plus bas. Puisque techniquement, une action liquide vaut plus qu'une action illiquide. Donc il pourrait dire on achète 15% comme ça parce qu'on trouve sur le marché liquide et puis ensuite il viendra négocier dans les liquides le reste. Ok, très intéressant.